Et comment vis, tu, toi, que nous recevons avec grand plaisir aujourd'hui sur les cordes de ta vie. Bonjour Véronique Vial. Bonjour Lucille. Je suis très contente de te recevoir sur Et comment vie. Et comment vie, c'est une question sur les thérapeutes éveillés. On peut se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'un thérapeute, et moi je voulais aussi, dans ce côté thérapeute, tout l'accompagnement d'un professeur en cette période de confinement, et de savoir comment un professeur était inventif, collaboratif, se mettait ou entretenait des nouvelles technologies, y compris quand les nouvelles technologies lui font des pieds de nez, parce que nous sommes en direct, donc à distance bien entendu, mais de Nantua, une belle petite ville de 3000 habitants, originaire de la sauce Nantua, pour ceux qui aiment la cuisine, qui a aussi un collège avec un nom célèbre, qui date des années 1600, tu vas pouvoir aussi nous en parler, un village connu aussi pour sa résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc tout un patrimoine encaissé au milieu du 01, de l'Ain, encaissé au milieu des montagnes, donc avec toutes les problématiques de communication que l'on peut avoir, et je suis vraiment très heureuse d'avoir aussi ce regard montagnard sur le confinement. Voilà, ça veut dire un regard un peu enchanteresque de la nature et aussi un regard très têtu du montagnard. Voilà, et je trouve que c'est aussi avec le sourire ce que tu vas nous montrer sur ta passion de l'enseignement depuis plus de 30 ans et ton chemin de vie. Alors, je te laisse dans un premier temps te présenter et nous présenter donc tes activités, mais surtout pourquoi prof et pourquoi ce chemin de vie et toujours cette passion bien vivace. Oui. Et ben voilà, alors je m'appelle Véronique Vial, je suis originaire non pas de Nantua mais de la banlieue lyonnaise, d'une petite ville qui s'appelle Corba. Et très tôt, j'ai su que ma vie serait tournée vers l'enseignement, enfin depuis la toute petite école. J'ai voulu enseigner. Alors à ce moment-là, je ne sais pas te dire pourquoi. Mais au fil du temps, oui, il y a le thème de partage. Je pense que le maître mot de ma vie, c'est le partage, que ce soit avec mes amis, avec ma famille, bien sûr, et avec mes élèves. Il y a cette idée que quand on a quelque chose qu'on connaît, ma première envie, c'est de la partager. Donc, c'est d'abord été l'enseignement primaire qui m'a motivée, puis après, j'ai voulu être prof de sport, et finalement, une rencontre très forte avec un professeur de français en collège m'a déterminée pour cette passion de la littérature, passion de la langue. Et j'ai organisé ma vie d'étudiante autour des lettres modernes pour pouvoir devenir professeur, ce que je suis devenue à l'âge de 22 ans. Et puis, très vite, j'ai été stagiaire pendant 1 an, puis j'ai vécu 2 ans en Normandie où j'ai été professeure dans un collège à Bolbec, en plein Pays de Caux, entre Rouen et Le Havre. J'avais déjà rencontré celui qui deviendrait mon mari, puisqu'on s'est connus quand j'avais 19 ans. Il est venu avec moi en Normandie. On a rencontré des gens extraordinaires, aussi une région et une nature qui nous ont énormément plu. Mais l'éloignement de la famille nous pesait, donc on a demandé à réintégrer l'Académie de Lyon et j'ai été mutée au bout de 2 ans à Nantua. Il faut dire que dès le début de mon travail, j'ai déjà eu la chance de rencontrer un maître de stage lors de mon année de titularisation qui était extraordinaire, qui était un homme de passion, avec qui j'ai beaucoup échangé, sans forcément beaucoup parler, mais beaucoup échangé à travers sa façon d'être et son rapport aux élèves. Et puis, c'était un homme d'art aussi, c'était un artiste, écrivain, plus tard comédien, metteur en scène. Donc, il y avait très vite des liens implicites qui se créaient entre l'enseignement et l'art, et ça ne m'a pas quittée. Et quand je suis arrivée sur mon premier poste, dans un collège pas facile, je suis tombée dans une équipe pédagogique vraiment porteuse. Je me suis rattachée très vite avec un groupe de profs, mais vraiment motivés, qui avaient envie d'apprendre une nouvelle manière d'enseigner, qui recherchaient toujours la nouveauté, à valoriser les élèves, mais avec aucune démagogie, avec des méthodes, avec un vrai intérêt pour l'élève. Et je me suis trouvée dans mon élément. Donc, j'ai été portée dès le début de ma carrière par des gens passionnants. Et quand je suis arrivée à Nantua, j'ai vite fait mon trou.
j'étais bien. J'étais dans une petite ville pas trop éloignée de Lyon, mais pas non plus trop proche. Donc, une ville complètement différente de celle que j'avais connue, une ville où il y avait une histoire très forte, avec un fort patrimoine aussi, et une nature éclatante. Un lac, des montagnes, la proximité des pistes de ski. Mes premières années à Nantua, je n'avais pas encore d'enfants, c'était les mercredis après-midi sur les pistes de ski à encadrer des élèves. La semaine au travail, le mercredi après-midi en plein air, la neige, le soleil, enfin, sans vouloir tracer un tableau idyllique, ça a été vraiment une bouffée d'air aussi, un vrai contact avec la nature, le lac dans lequel on peut se baigner l'été, qui n'a jamais le même visage. Vous allez voir le lac le matin, ça peut être la brume, ça peut être une surface plane, les jours de grand vent, on dirait la mer, les couleurs changeantes, les arbres de la montagne qui se reflètent dans le lac. Enfin, on était dans un lieu qui nous avait vraiment semblé accueillant, même si c'est une petite ville enserrée entre deux montagnes, et même si on est un peu loin quand même des villes culturelles, on va dire, des pôles où il y a de la vie urbaine, et que c'est pas toujours facile d'enseigner dans un petit village comme celui-ci, loin des centres culturels, par exemple. Il faut prendre des bus, il faut se déplacer. Et tout ça a un coût. Mais on le fait, cet effort. On a la volonté d'amener nos élèves vers la culture. La culture vient à nous. On est dans une petite ville aussi où il se passe beaucoup de choses, où on a un cinéma qui est un cinéma art et essai, qui accueille le dispositif collège au cinéma. On fait beaucoup de choses. Donc, je me suis tout de suite sentie bien. Et l'histoire de ce collège était forte. Et elle m'a plu, elle m'a séduite. Et on est resté là. J'ai eu mes enfants. Maintenant, je suis maman de 3 enfants qui ont entre 12 et 23 ans. Voilà. Oui. Et donc, on a fait notre vie ici. Ah, c'est super. Et donc, toujours cette passion de l'enseignement. Oui. Donc là, tu disais que, bien sûr, il y a plein de choses dans le village, cette nature qui porte, Oui. voilà. Et donc, qui peut aussi nourrir le travail, surtout qu'il y a des élèves qui viennent de loin. Hein. Tu me disais tout à Oui. l'heure, par rapport au collège, il y en a qui font quand même pas mal de bus Oui. pour venir à l'école. Hein. On est Oui. vraiment sur un collège à distance aussi. Oui, on a un tiers d'élèves qui sont originaires de Nantua, alors avec toutes les caractéristiques d'une petite ville quand même, hein, des commerces, une sous-préfecture, des administrations fortes, des écoles. On a un lycée professionnel et rural, on a une école privée maternelle et publique, une école publique maternelle et publique, un collège. Enfin, je n'ai plus en tête le nombre d'élèves, mais c'est plus de 2000 élèves sur le territoire, pour une petite bourgade de 3600 habitants. Donc, c'est vrai que ça... Non, j'exagère peut-être quand je dis 2000, mais au moins 1500, entre 1500 et 2000. Nous, on a 350 élèves à peu près. Le lycée, il doit être dans les 650. Toutes les petites écoles et le lycée rural, oui, on est à plus de 1500 élèves dans la commune. Donc, c'est une ville où la jeunesse, en fait, palpite. Hein. C'est assez fort. Et ils viennent pour Oui. certains de loin. Certains habitent dans les petits hameaux de montagne ou des petits villages de montagne. Ils prennent le bus pour venir à l'école. C'est vrai que le collège est le point de regroupement et c'est le lieu de vie. Et c'est vrai que pendant cette période de confinement, la première chose qui est éclatante, c'est le fait qu'on soit tous confinés chez nous et que malgré tout ce lien, eh ben, il faut le rendre vivant, il faut le faire exister. Et on trouve les moyens, on y arrive, malgré parfois les difficultés de liaison Internet. Ben, bon, on va expliquer que tout ça est quand même possible. Ah oui, et oui. Et donc, comme pour tout le monde, le confinement est arrivé assez brutalement avec le fait de se dire ça arrive tel jour et puis il faut tout de suite prévenir tout le monde parce que lundi, il faut que ça fonctionne. Enfin, donc, un temps de se retourner assez court, d'autant que tu es prof principal aussi. Donc, le lien avec les professeurs, mais aussi avec tes délégués de classe, pouvoir organiser des petits groupes, voilà. Donc, quelle a été ta mise en place de créativité? Quelle a été, comment je dirais, la première chose que tu as voulu garder avec tes élèves pour leur faire passer, y compris au niveau psychologique, hein, pour pouvoir les rassurer aussi? Alors, ça a été déjà le premier jour. Le premier jour, c'était encore en présence, hein, les uns des autres. C'était le vendredi. Hein, l'annonce avait été faite le jeudi soir. Vendredi matin, on se retrouve avec les élèves. Alors, il se trouve qu'à ce moment-là, j'avais
un gros projet qui était en route. Le dimanche, on aurait dû faire une lecture de poèmes sur les femmes dans la guerre au musée de la Résistance. Donc, c'était organisé. On avait une répétition prévue au musée, donc on l'a faite. Et les élèves, en plus de leur répétition, c'était ma classe principale, je les ai aussi repris une demi-heure en plus dans la journée pour leur donner toutes les directives de mise en route de l'école à distance, leur donner de la lecture pour le temps de confinement. On ne savait pas du tout combien de temps ça allait durer. Les rassurer aussi. Surtout, le premier jour, c'est rassurer, dire voilà, à partir de lundi, on est chez nous. Ça, c'est mesures sanitaires. Donc, il faut expliquer qu'il n'y a pas à tergiverser, il faut accepter. Mais que derrière, il va falloir organiser la correspondance à distance. Notre outil, c'est l'ENT. L'outil principal, c'est l'ENT. Parce qu'on peut écrire des messages, il y a une boîte mail intégrée, donc ça c'est important, écrire aux élèves. Moi, je leur écris beaucoup. Et puis faire passer les devoirs, les plannings, enfin tous les documents de travail. Alors la première semaine, ça a été le cafouillage à peu près généralisé, puisque le serveur a été vite saturé. D'habitude, l'ENT fonctionne, on l'utilise, nous, collègues, à chaque heure de cours, puisqu'on a nos documents de travail, où on doit faire l'appel sur l'ENT, on remplit le cahier de texte. Mais il n'est pas. Les élèves, eux, sont en cours, donc ils ne sont pas connectés. Alors, il faut imaginer tous les élèves connectés avec les professeurs en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, on a eu très vite, dès le lundi, moi j'ai une élève, alors j'habite depuis plus de 25 ans dans cette ville. D'ailleurs, je suis la plus ancienne professeure du collège, pas en âge, mais en années d'ancienneté. Et donc, je vis dans la ville. Je vis au contact de mes élèves. Souvent, je connais les familles. Et donc, certains avaient mon numéro de téléphone personnel. Et très vite, j'ai reçu un message d'élève, Madame, je n'arrive pas à me connecter à l'ENT, comment je fais, etc. Et donc, je lui ai répondu. Et toute la journée, j'ai eu un échange de SMS avec elle pour la rassurer. Et très vite, je lui ai proposé de créer avec sa classe un petit groupe WhatsApp pour pouvoir transférer de l'information. C'est-à-dire, ce qu'elle n'avait pas, elle, comme info, les autres ne l'avaient pas. Et entre-temps, elle m'avait dit, mais j'ai une camarade qui fait des captures d'écran et qui m'envoie par téléphone les captures d'écran. J'ai dit, il faut vraiment créer un groupe de classe sur un réseau social quelconque pour pouvoir faire passer tout ce que certains captent comme information, qui fasse une chaîne de solidarité pour que les autres, qui pour une raison X ou Y n'ont pas accès à l'ENT ou à Internet, puissent recevoir l'info. Parce qu'il faut savoir que nos élèves ont tous des portables aujourd'hui, des smartphones. Ils ont des réseaux sociaux et le groupe WhatsApp, ça me semblait intéressant de lui proposer ce que je pouvais m'y raccrocher, moi, en lien avec cet élève-là. Et puis par la suite, on a fait évoluer le système et on a créé des mini-groupes dans la classe autour de nos 4 délégués qui chacun sont le référent, chacun est le référent de 6-7 élèves de la classe. Et ces 7 élèves savent que s'ils ont quelque chose à demander, ils voient avec leur délégué qui me renvoie l'information. On a un groupe à nous, les 4 délégués et moi, et hop, on renvoie derrière. Je suis aussi en lien avec mes collègues, donc quand ils ont quelque chose à demander précisément à un collègue, je peux faire le lien. Ils ont aussi le loisir de contacter les professeurs qui sont tous à l'écoute des demandes d'élèves. C'est-à-dire que notre lien direct, c'est quand même l'ENT. Tous ne donnent pas leur numéro personnel, mais tous sont en lien avec les élèves par l'ENT. Donc, Oui. ils peuvent nous joindre à n'importe quel moment. Oui, donc ça veut dire que au-delà de ce qui était prévu, dès le départ, tu as pu mettre en place des initiatives heureuses. Oui. Et là, par exemple, qu'est-ce que tu peux t'apercevoir avec ce rôle amplifié des délégués et des assistants délégués? Ça crée une dynamique, il y a quelque chose dans l'émotionnel, ça redonne du sens. Est-ce que tu peux t'apercevoir de quelque chose sur, pas seulement sur la communication, mais sur la cohésion? Oui, ça c'est très important, c'est-à-dire que c'est le souci de l'autre, c'est-à-dire la bienveillance, c'est-à-dire avoir le souci de l'autre, c'est de se dire s'il y en a un qui est sur le côté, on va essayer d'aller le chercher coûte que coûte. Donc il y a les relais dans la classe, il y a aussi le principal qui a appelé beaucoup de familles, la CPE, les assistants d'éducation, tout le monde est sur le pont pour faire le lien. Surtout déjà avec tout le monde, mais aussi renforcer avec ceux qui, par exemple, ne se présentent pas aux classes virtuelles. On fait des appels, on les rappelle, on leur donne des plannings. Enfin bref, on organise une autre façon de faire classe, mais on sait que certains ne sont pas là. Et ce qui a été très frappant au tout début, c'est de voir que la fracture sociale et la fracture numérique vont pour la plupart des cas ensemble, et que
les mêmes élèves qui avaient déjà énormément de difficultés avec l'école se sont trouvés très vite marginalisés. Et ça, c'est un crève-cœur. Parce que quand ils ont cette difficulté à l'école, on les a avec nous. On leur parle, on les prend à la fin de l'heure, on revient sur un point avec eux. Ils bénéficient de beaucoup d'aides personnalisées dans notre établissement. Donc, ils peuvent avoir des cours supplémentaires, du soutien, de l'aide aux devoirs, des assistants d'éducation, des professeurs qui les suivent pratiquement en tutorat. Donc, tout ça, ça n'existe plus directement, disons. Donc, il faut le recréer autrement. Et pour moi, prof principal ou prof de français, ça devient visible, mais c'est évident, quoi. Ce sont les mêmes élèves qui ne renvoient pas les devoirs, si on leur donne des devoirs, qui ne répondent pas aux messages. Quand on convoque des classes virtuelles, ils ne sont pas présents. Donc, ça nous interpelle immédiatement. Et immédiatement, on appelle les familles, on réactive les délégués qui leur renvoient des messages. Au début de chaque classe virtuelle, parce que j'en organise plusieurs par semaine, je fais l'appel. À chaque appel, je demande à tout le monde, je dis bonjour, est-ce que ça va? On fait des essais de micro, chacun prend la parole. Ce qu'on ne fait pas en classe. On dit bonjour quand ils rentrent dans la classe, puis c'est un bonjour collectif à la cantonade, et paf, on lance le cours et ça s'enchaîne. Là, non. C'est vraiment, je prends le temps déjà de dire bonjour à chacun, de les faire parler pour faire les essais micro où ils envoient un message dans le chat quand ils n'ont pas le micro, demander si ça va, eux-mêmes me demandent si ça va. Enfin, vraiment, il y a un souci de l'autre qui est amplifié. Et puis, quelque part, émotionnellement, c'est très fort. C'est de se dire que ceux qui sont de côté, on ne peut plus les avoir quand même sous la main. Donc, il faut aller les chercher. Alors, ils m'envoient des SMS. Certains, moi, je leur envoie des SMS. Demain, classe virtuelle, tu penses à être là? Ah oui, je mettrai une alerte, je me réveillerai, puis le lendemain, il n'est pas là. Donc, voilà, c'est quand même beaucoup de choses à recréer. Et c'est plus du direct avec les familles. C'est-à-dire que souvent, les familles au collège, on les voit aux réunions. Parfois, on les convoque individuellement. Parfois aussi, certains, je leur envoie des messages ou je leur écris dans le carnet de correspondance. Mais le lien est quand même plus éloigné. Alors que là, il faut vraiment qu'il soit amplifié, j'ai envie de dire. Amplifié parce que la distance crée la rupture et la solitude, sinon. Oui. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a plus de communication avec le confinement pour pouvoir maintenir ce lien et donc probablement des communications que tu n'aurais pas forcément aussi fortes et aussi présentes, aussi régulières si on n'était pas confiné. Donc, non. Oui, donc quelque chose de… Voilà, j'entends ce que tu me dis qui peut être difficile et tout ça, mais en même temps, là, des liens qui se créent grâce au confinement aussi. Exactement. Et quand on fait l'appel au début de la classe virtuelle, tous les absents sont rappelés systématiquement par leurs délégués pour qu'ils essayent de les ramener. Donc, on en récupère quelques-uns quand même. Et puis, d'autres qui ne répondent pas, ne voient pas les messages ou les appels, ne sont pas présents. Mais quand un élève est pointé absent dans une classe réelle, les élèves présents, ils n'y peuvent rien. Ils constatent l'absence de leurs camarades. Et là, on réactive encore les réseaux pour aller les chercher, ces élèves-là. Et ça veut dire, si des élèves sont absents, il faut vraiment que vous ayez le souci d'aller les chercher, que vous soyez bienveillant avec eux aussi. Et puis, comme on sait qu'il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes de partage de matériel, on a des élèves qui ont leurs parents qui télétravaillent, par exemple. Donc, ils n'ont pas accès aux outils quand les parents télétravaillent. Ou des parents qui travaillent et qui ne partagent pas la Wi-Fi, la 4G avec leur enfant, qui se retrouvent avec des problèmes de connexion, tout seul chez lui et ne pas pouvoir assister aux classes virtuelles. Donc, il faut qu'après la classe virtuelle, ce que je fais, je renvoie un bilan de la classe en resignalant bien quels étaient les élèves absents, ce qui a été fait pendant le cours. Je donne le contenu du cours pour que ceux qui étaient absents puissent le récupérer depuis la maison. Et puis, je donne la poursuite de travail avant la prochaine classe ou le prochain travail maison. Mais donc, il y a toujours un lien. Je me dis que quand on fait classe, déjà, on arrive, on prend la classe, on fait classe. Alors moi, j'ai aussi des méthodes un peu particulières. Je travaille beaucoup en pédagogie coopérative. Ce n'est pas du cours magistral. Il y a parfois des moments de cours magistral ou voilà, de cours collectif. Mais c'est essentiellement de la pédagogie coopérative que j'ai mise en place depuis 5 ou 6 ans déjà. Et donc, les élèves sont en action, ils travaillent. Mais une fois que le cours est passé, chacun retourne dans son coin jusqu'au cours suivant et fait ses devoirs à la maison, éventuellement m'envoie quelque chose par l'ENT si j'ai demandé à ramasser un devoir en ligne, mais pas vraiment. Alors que là, c'est en permanence, là, le lien avec les élèves. Et je ne sais plus pourquoi je disais ça au début, mais il y a
Il y a vraiment quelque chose qui s'est amplifié. Quand on reçoit l'élève, on lui dit bonjour, on fait cours, on se quitte. Le cours suivant, on refait l'appel, on pointe, etc. Et quand ils partent, ils nous disent au revoir, et puis voilà. Et là, quand ils nous disent au revoir, ils envoient des smileys avec des cœurs, au revoir madame. Il y a une gratitude en fait. Il y a une reconnaissance du temps qu'on a pu passer avec eux, comme si l'heure que je prenais à leur faire classe, c'était comme un moment de rencontre et un moment de bonheur partagé. Ce qui est pour eux de la contrainte, de l'habituel, même si c'est intéressant, même s'ils peuvent trouver voilà, un plaisir à venir en cours, ça reste de la routine. Et là, quand on convoque une classe virtuelle, par exemple, c'est carrément magique, quoi. Chaque fois que j'interroge un élève en classe virtuelle, il me répond du tac au tac. Ça veut dire qu'il était attentif à ce que j'avais dit avant. Je ne le vois pas en vidéo, parce que je n'active pas les vidéos pendant la classe virtuelle. Il me répond du tac au tac. Ça veut dire qu'il était branché, quoi. Et il y a une gratitude que j'ai sentie dès le départ. C'est-à-dire une reconnaissance de tout ce qu'on peut leur donner, en fait, qui est de l'ordre du banal et du courant et du normal d'habitude. Et ça, alors, c'est quand même très fort. C'est une découverte. Oui. Ça veut dire que le corona et les outils là nous posent dans ce que l'on vit et d'un seul coup redonnent du sens au savoir et à l'échange et à la chance que l'on a d'apprendre quelque chose, de recevoir quelque chose, et que du coup on est dans la gratitude d'avoir reçu ça dans notre environnement. Je trouve que c'est la façon dont tu en parles, c'est exactement aussi moi la façon dont je reçois, tu vois, le fait de pouvoir animer ces émissions. S'il n'y avait pas eu le confinement, j'aurais moins de disponibilité parce que je suis beaucoup sur la route, beaucoup dans la voiture. Et en fait, là, ces émissions, elles sont prises sur mon temps de route que je ne fais plus vu que je suis interdite de travailler. Je dois être en confinement. Ce temps de route, il est transformé. Tu vois, il est transformé, pas toute seule dans ma voiture à cogiter sur mes projets, voilà, vers mes clients. Il est dans quelque chose de concret, avec le partage, avec des personnes qui sont dans la créativité et qui montrent comment cette créativité, ils arrivent à la mettre en place et surtout, comme tu le disais, des espèces de déblocage dont on n'aurait pas pu imaginer. Ça veut dire qu'on se serait mis des freins sur la chose en disant mais non, c'est pas possible, il va avoir ça. Et puis non, il se passe avec beaucoup de simplicité et un grand mystère, vraiment un lien qui se crée. Je trouve ça très beau. On se serait peut-être très probablement pas connu s'il n'y avait pas eu le confinement. Tu vois ? Et ça, certainement. C'est des rencontres incroyables, assez extraordinaires. Et je pense que quand on est dans une relation d'apprentissage, certes, on crée du lien, c'est forcé, mais en même temps, on ne s'autorise pas toujours à franchir certaines limites. On ne va pas aller trop dans l'intime de l'autre. Et là, on est obligé d'aller chercher dans son lieu intime pour le ramener vers l'apprentissage. Donc, il y a vraiment une démarche où c'est vrai, parfois, ça bouscule un peu les horaires, ça bouscule les pratiques. Jusque-là, je n'avais pas d'échange comme ça par message avec mes élèves. Et là, c'est quotidien. Et parfois, ça dépasse les heures de travail ouvré, enfin, j'ai envie de dire officiel, quoi. Les élèves, à 21h30, ça arrive qu'ils m'envoient un message. « Madame, au fait, j'ai oublié, je ne refuse pas de répondre. » Voilà. Ça, disons que ça ne va pas me prendre trop de temps et je ne veux pas le laisser dans son désarroi. D'habitude, quand ils nous contactent, alors ça peut arriver par l'UNT qu'ils envoient des messages tard, mais on leur dit attention, il va falloir aller se coucher. Mais par contre, c'est vrai que c'est moins fréquent. Là, ils ont besoin de quelque chose, ils ont besoin de se rassurer. Et notre travail aujourd'hui, dans les premiers temps, ça a été déjà de leur apprendre à s'organiser. Et puis nous aussi, on a appris énormément. Moi, quand j'arrive, je fais cours à mes élèves, ils découvrent ce qu'ils vont faire en classe, c'est le moment de la classe. Là, je leur envoie chaque dimanche soir ou chaque lundi matin tout le planning de la semaine. Ils nous ont demandé très vite à ce qu'on leur envoie des plannings hebdomadaires. Donc moi, ça veut dire qu'il faut que je prévoie à l'avance tout ce qui va devoir être fait par les élèves et tous mes documents de travail à leur donner. Donc ça, c'est le dimanche. Maintenant, le dimanche, pour moi, c'est non-stop la préparation des plannings de la semaine pour les élèves. Et le lundi matin, ils cliquent, ils découvrent le travail. Et ils vont savoir qu'à chaque heure de classe virtuelle ou chaque heure dans la semaine, ils ont à s'organiser pour faire telle activité. Et ça, c'est nouveau pour eux. Parce qu'avant, ils recevaient, maintenant, ils doivent gérer. On leur envoie des choses à l'avance et ils doivent s'organiser. Alors, c'est une autre manière de faire aussi.
Oui, tout à fait. Ça me fait un peu penser au campus à l'américaine. On a Oui, un socle de, comment je dirais, de connaissances à savoir. Et oui, ensuite, on peut aller en cours et le prof, il est vraiment là pour la valeur ajoutée. Et on n'est pas, et comment je dirais, à recevoir. On est obligé exactement. d'avoir participé et d'être acteur pour être dans le cours. Et c'est Et un peu le je trouve principe de ça, la classe inversée. C'est le oui, principe de la voilà, classe c'est inversée ça. Voilà. qui du coup Et prend sa démonstration là. voilà, et moi Ils n'ont- j'ai aussi connu cette méthode-là, hein, d'être enseigné Oui, dans les pays anglo-saxons. Et c'est vrai que le fait d'être acteur, on n'est plus une oui. bouche qui reçoit, qui reçoit, Ah qui oui, reçoit. Le fait d'être acteur, on apprend beaucoup mieux, beaucoup plus. On est investi, on ne peut pas être passif. exactement. Et Voilà. ça, c'est le Donc, principe de la pédagogie coopérative que j'avais mise en place. C'est-à-dire oui, qu'ils ont un plan de travail sur une activité quelconque et ils doivent s'organiser à plusieurs pour mener à bien cette activité, pour construire un travail ensemble ou un projet ou une recherche ou autre. Mais déjà, on n'est pas seul. Ça, c'est vrai qu'il me semble très important, c'est de leur apprendre à travailler avec les autres, quel que soit leur niveau, leur capacité, leurs compétences, leur forme d'intelligence, multiples et variées qui se conjuguent et qui s'améliorent, enfin, qui s'enrichissent. Et ça, c'est important, prendre l'autre en compte. Donc déjà, c'est quelque chose qui appartient à ma façon de faire cours. Ça, c'est évident. Je ne veux pas qu'il soit isolé et on apprend de l'autre, quel que soit l'autre. Et voilà. Donc ça, ils le savent, ils pratiquent déjà. Ce qui fait que l'autonomie est une pièce maîtresse de cet enseignement-là. C'est-à-dire qu'ils savent s'organiser déjà. Donc là, c'est surdimensionné. C'est-à-dire que maintenant, c'est toutes les matières. Et c'est tous les éléments du cours de la matière d'une semaine qu'il va falloir gérer, organiser. Donc pour certains, ça s'est fait d'emblée, et puis pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est bien un sûr. apprentissage. Donc il faut tâtonner. Et alors moi, je leur ai dit dès le départ, pas de panique. C'est-à-dire qu'on va apprendre tout doucement. C'est-à-dire que bien sûr qu'on vous fixe des objectifs, mais l'élève qui n'aura pas préparé tout ce qu'il faut pour la classe suivante ou qui n'aura pas pu rendre son devoir à l'heure, ben on ne pénalisera pas. Hein, la note qu'on pourrait mettre à un devoir ne sera pas comptée. On n'est plus là-dedans. On n'est pas dans la rentabilité, même si j'ai jamais été là-dedans, mais on n'est pas dans la rentabilité. On n'est plus dans la logique du programme absolu, puisqu'il n'y a plus, par exemple, les examens à passer. Maintenant, les examens sont donnés avec les notes du contrôle continu. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, tout à fait. Ah oui. On n'est plus dans la pression, dans le retard. On n'a plus de retard. Enfin, je dis à un élève qui me disait encore aujourd'hui, mais je dis, mais il n'y a pas de retard. Certains maintenant s'angoissent à se dire, est-ce que lorsqu'on va reprendre l'école, si on y retourne le 11 mai, on va nous donner plein de travail pour rattraper. Je dis, il n'y a rien à rattraper. Ce qu'on vit est d'une telle densité actuellement, humaine, personnelle, scolaire, émotionnelle. Cette densité, elle vaut tous les apprentissages. Tout ce qu'ils ont à J'aime, vivre au quotidien, on n'a pas de temps. Enfin, la j'aime, notion du temps, elle a disparu quelque part. oh, j'aime vraiment Ouais, beaucoup, beaucoup ton message ouais, parce que figure-toi que sur Ecomanvie, avec énormément de personnes là que j'ai interviewées, on en vient à parler de ce temps et de cette distorsion du temps et oui, de ce oui, temps qui est empli différemment, mais oui, d'une telle richesse que, en fait, cette richesse-là nous nourrit et on n'est pas sur un objectif humain, on est sur une autre forme de productivité et d'objectivation. Simplement en exactement. acceptant les savoirs que l'on reçoit, comme si on était dissocié de l'humain veut ça, c'est comme ci, c'est comme ça. Voilà. Non, Oui, voilà. c'est autre chose. J'aime beaucoup ton message. C'est un message que je reçois par les professionnels du soin, tu vois, par les thérapeutes, Oui, mais aussi par des gens qui chantent, par des artistes. Euh, tous, moi aussi, hein, on a tous l'impression d'une distorsion heureuse. Tu vois? oui, exactement. Et puis, certains m'ont dit, bah, par exemple, on fait des activités qu'on avait abandonnées en rentrant au collège. J'ai une élève qui bricole, qui peint, qui se promène autour de chez elle, qui prend contact avec la nature, qui danse, il y en a qui dansent, il y en a qui chantent. Enfin, qui font des tas d'activités qui arrivent à créer dans leur vie quotidienne un temps pour la classe, mais un temps pour les loisirs différents. Et ça, je leur ai dit dès le départ, prenez le temps de ne rien faire, d'inventer, de créer, de prendre soin de vous, des autres. Prenez le temps d'écrire aussi. On leur a demandé depuis le début du confinement de tenir un journal de quarantaine.
Alors évidemment, ça n'est pas une injonction scolaire. Certains le font très assidûment, d'autres avec un petit peu de conscience scolaire, mais je leur ai dit, faites-le si vraiment vous en avez besoin et dites-vous que même si ça vous paraît banal ce que vous écrivez, c'est ce que vous avez envie d'exprimer à un moment donné. Donc c'est important et certains m'ont dit, mais ça nous libère, madame, d'écrire. Ça nous libère parce que ils n'osent peut-être pas encore tout dire de leurs émotions, puis il y a des émotions très intimes, très personnelles qu'on n'a pas envie de partager. Mais les écrire, ils m'ont dit, ça nous les fait sortir. C'est les petites cinquièmes qui m'ont dit ça. Hein. Et ça, c'est fort. Ça, c'est important. J'aurais dit, prenez le temps de lire, écoutez de la musique. Je vois chez moi ce que font mes enfants. J'en ai un qui dessine, qui danse aussi, qui trouve ses activités, qui cuisine beaucoup. Je leur ai dit, participez à la cuisine familiale ou si vous n'aidez pas, donnez des idées de recettes ou de plats que vous auriez mangé pour varier les plaisirs. Je dis, prenez soin de l'autre, c'est très important. Et je vois qu'ils le font naturellement. Et comme vous disiez, ce qui est important, c'est que le savoir, ils en perçoivent l'importance aujourd'hui et ils ne rechignent pas. Avec sincérité, ils s'investissent. Alors parfois, maladroitement, avec leurs difficultés personnelles, certains sont encore bien en marge. On leur envoie maintenant des enveloppes avec des documents papier pour ceux qui ont vraiment des difficultés de connexion, qui n'ont pas d'imprimante. Mais on voit que même avec leur maladresse et leurs difficultés, ils sont sincères. Et quand ils sont absents, c'est pas, ils ne sont pas défilés, quoi. Ils n'ont pas pu. Et c'est un regret. Oui, moi je te remercie beaucoup pour ta sincérité. Tu vois, parce que là, tu parles de sincérité et je trouve que là, c'est très beau de voir donc, les horaires du prof qui sont en train de s'adapter, la vie de famille, tes propres enfants, les demandes des élèves. En même temps, voilà, on se dit c'est un moment particulier, donc on déborde et puis on n'est pas après. Bon, ils veulent le truc à partir du lundi, je vais prendre sur mon dimanche et puis je prendrai mon temps à moi à un autre moment, mais qui leur permette eux d'être à jour sur leur semaine. Voilà, tout un planning en fait où on est dans quelque chose que l'on doit faire, mais le jour en lui-même, là aussi on a une distorsion entre le lundi, samedi, dimanche, mardi, mercredi. C'est des jours qui sont alignés les uns à côté des autres et en même temps qui avec le confinement peuvent se ressembler énormément. Un peu comme quand on a la chance de vivre avec des chevaux ou avec des vaches ou avec des animaux. Je veux dire, le lundi ou le dimanche, ils doivent manger, ils ont envie de sortir. Exactement. Voilà. Et que du coup, le nom même du jour n'est plus un frein à une activité que l'on a envie de faire, entre guillemets, travail ou pas travail. C'est simplement, ce jour-là, cette activité-là doit être faite. Voilà. Et puis en plus, il pleut. Voilà. Et puis tiens, aujourd'hui, il fait beau. Ok, c'est aujourd'hui que je vais en profiter, mais quelque chose de beaucoup moins découpage, un peu sclérosé, imposé par l'humain, même sur les jours. Et en même temps, à l'intérieur de ce temps distendu, recréer quelques rencontres ou rendez-vous, on va dire, pour recréer une forme de routine qui réassure. C'est-à-dire, par exemple, le temps de la classe virtuelle, que j'essaye de positionner à des heures fixes dans la semaine, 2 heures par classe. C'est quand même, ça recrée une routine. Pour certains, même pour tous, je pense que c'est le temps où ils vont se retrouver ensemble. Où ils savent que ce moment-là, ils pourront être dans quelque chose d'habituel, de rassurant. Ça aussi, c'est important. Et j'ai d'autres collègues aussi qui fonctionnent avec les classes virtuelles, mais on ne remplit pas leur journée de classe virtuelle parce qu'il faut qu'ils aient du temps de respiration, puisqu'ils ont cette autonomie qu'ils doivent gérer. Donc, il faut absolument qu'ils aient du temps pour travailler, pour souffler. Voilà, c'était le week-end de Pâques. Et vendredi en classe virtuelle, j'ai une élève qui me dit « Mais madame, comment on va faire ce week-end? Vous allez nous envoyer le travail lundi parce qu'on est le week-end de Pâques. » Je n'avais pas du tout eu conscience que c'était Pâques. C'était pourtant vendredi. J'avais complètement oublié. Et j'ai dit « Ah mais non, mais c'est pas grave. Lundi de Pâques, je vous enverrai le travail mardi. » Et on a décalé les classes virtuelles pour qu'ils puissent respirer. Ce que je me suis dit, si j'envoie le dimanche soir ou le lundi, ils vont faire comme d'habitude, ils vont s'y mettre. Et je leur ai dit, là, c'est 3 jours, il y a un jour férié, il faut vraiment que vous preniez ce jour-là pour faire une pause. Donc, du coup, j'ai envoyé mardi matin. J'ai décalé les classes à aujourd'hui. J'en ferai pour une classe, je n'ai pas organisé de classe de soutien cette semaine, ce que je faisais les autres semaines. Je faisais une classe d'école ouverte, de classe ouverte pour les volontaires, pour ceux qui ont envie de plus et puis de m'avoir sous la main quand ils font leurs devoirs ou autre. Je ne l'ai pas fait cette semaine. J'ai resserré sur 4 jours. Et je leur ai dit, il faut aussi prendre le temps de couper.
Je leur dis ça, mais pour moi, c'est plus dur. C'est vraiment dur, mais ça a toujours été. J'ai toujours eu vraiment du mal à avoir des week-ends pour moi, des dimanches pour moi. Donc, ça ne change pas pour moi. Mais pour eux, il faut aussi qu'ils arrivent à faire des pauses parce que eux, du coup, l'école est devenue l'école à la maison. Donc, il faut vraiment qu'ils arrivent. Alors, j'espère que pendant les vacances, même si on leur donne un peu de travail, ils arriveront à faire la coupure aussi. Ça, c'est très important. Et Ouais. oui, c'est une belle aventure que tout ça. Et vraiment, ça fait plaisir de t'entendre. Tu vois, si tu avais juste 3 mots à faire passer. C'est restons unis. Hein. Il faut rester unis hein, parce que ça, c'est important. On a l'impression qu'on est tous éclatés là, mais le lien, il est très fort. Il est très fort, il est renforcé, même à travers, même nos amis. Hein, on a envie de les voir de manière virtuelle. J'ai un de mes fils qui a fêté son anniversaire pendant le confinement. Hein. On a organisé un anniversaire par Zoom d'ailleurs. Mais ça a été extraordinaire. Des témoignages incroyables. Ils lui avaient tous préparé une petite surprise. Ça a été une soirée très, très riche. En fait, il faut trouver d'autres moyens de préserver le lien, mais ça se fait naturellement. Chaque soir, on applaudit à 20h. Un de mes fils joue de la trompette et avec plusieurs voisins du quartier, on passe des musiques de notre choix à tour de rôle. Ça aussi, c'est du lien et c'est un rendez-vous. C'est-à-dire que les gens se retrouvent à leur fenêtre. Les enfants crient, applaudissent. On a besoin de se retrouver alors que c'est des gens de la rue qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne connaît pas encore vraiment. Mais d'une fenêtre à l'autre, on est là, on est présent et on sait que chaque soir, on va se retrouver. Et on se dit qu'après, ça ne peut pas être comme avant, enfin, ou alors on n'aura vraiment pas tiré les bonnes leçons. Ce n'est pas possible. Et c'est vrai que pareil, je disais tout à l'heure, quand je fais une classe virtuelle, je fais après un bilan de la classe, je réexplique aux élèves ce qui s'est passé. Ça ne m'est jamais arrivé dans ma carrière de revenir sur ce qui s'était fait. Alors que là, on a besoin. On a besoin de faire un bilan, de dire ce qui s'est bien passé, quand les élèves ont été très actifs, très participatifs, présents ou autres. Je leur dis, alors qu'avant, on jouait beaucoup sur l'implicite, on va dire avant. Et maintenant, l'union qui était implicite, parce qu'elle était réelle, elle était vécue, elle doit se recréer à travers la distance et la technologie, mais elle est amplifiée quelque part, peut-être par le manque, par l'absence qui est présente en fait, une espèce de quelque chose d'impalpable, mais qui est très fort, et puis d'autorisation à laisser parler le cœur, j'ai envie de dire. Parce que dans le lien professionnel, souvent, on ne franchit pas la limite, sauf quand on devient ami avec d'anciens élèves ou des élèves qu'on connaît en dehors de la classe. Ça peut arriver quand on vit quelque part, on croise des gens en dehors de la classe ou du travail. Mais là, quand les élèves m'envoient des petits cœurs pour me dire au revoir, je me dis ça, ils n'auraient jamais fait avant. Ils n'auraient pas osé. Et on les autorise quelque part en leur donnant aussi accès à une part de notre intime dans ce renforcement du lien. Et ça, c'est important. Alors, j'ai la chance d'être dans un collège où le lien compte beaucoup et où on fait beaucoup pour que nos élèves s'épanouissent, apprennent dans un bon esprit, dans le respect de l'autre, c'est très important, et à travers différents projets culturels dans tous les domaines. Et ça, c'est très fort pour eux. C'est ce qu'ils gardent des années après. C'est ces expériences. Bien sûr. Et là, voilà. Et là, je trouve que c'est très bien cette notion de lien et cette notion de 3 mots que tu as un peu étalé pour plus dire aussi la façon dont tu te positionnais. Je te remercie vraiment, Véronique, pour cette interview. Et puis, je te propose que l'on clôture là. Je te souhaite un bon confinement à Nantua, une très, très belle continuité avec ta famille et avec les élèves. Et puis, j'espère qu'ils seront aussi heureux de te voir, de voir leurs profs à la télé. Voilà, c'est un cadeau en plus que tu leur fais en leur disant aussi la joie que tu as de travailler avec eux à distance. Je trouve que ça, c'est un beau cadeau aussi qui vont entendre que tu es heureuse de le faire, que quand tu le fais, tu as passé ton dimanche à le faire et tu es contente de le faire. Voilà, toutes ces petites choses, hein, je pense que ça va aussi beaucoup les toucher. Voilà. Merci. Je te remercie en tout beaucoup. cas, je leur écris aussi beaucoup et c'est vrai que les chroniques qui ont fait qu'on s'est rencontrés, je leur envoie aussi et c'est important qu'ils partagent ça avec leurs parents. Et des parents me répondent aussi et c'est vrai que c'est très fort. Merci beaucoup pour cette rencontre, Lucille. Et bonne continuation à toi et tous tes invités et tous tes proches. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Merci. À bientôt, Véronique. Et à bientôt, oui. Au revoir. À bientôt. Au revoir.